Notre communication sera articulée autour de quelques points, parmi lesquels une introduction, un contexte et la problématique, un cadre théorique, une méthodologie, une présentation des résultats, une discussion et la conclusion. Nous partons d'un constat simple, une introduction basée sur une planète hospitalisée, une planète de Terre hospitalisée du fait des multiples crises, parmi lesquelles les crises sanitaires qui ont marqué l'éducation, des crises écologiques, la déforestation, les changements climatiques, les multiples pollutions. Parmi les crises évoquées, la crise sanitaire a entraîné l'introduction et l'essor du numérique éducatif. Et la géographie est pleinement concernée par cette innovation. Ceci par l'introduction des contenus qui portent sur l'éducation au développement durable, également la nécessité d'introduire, bien d'intégrer des outils numériques et particulièrement les outils de la réalité virtuelle dans l'enseignement de la géographie. Nous avons mené notre étude au Cameroun, pays situé en Afrique centrale, au golfe de Guinée. C'est un pays marqué par un système éducatif particulier que nous avons hérité de la colonisation. Il s'agit d'un système éducatif hybride qui concerne un système anglophone et un système francophone. En ce qui concerne le sous-système francophone, il comporte plusieurs cycles, à savoir le premier cycle et le second cycle. Le premier cycle comporte la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième. Et nous avons mené notre étude dans le sous-cycle d'observation qui est conçu de la cinquième et de la sixième. Et le gouvernement a mis en place un vaste plan de refonte des programmes qui a été implémenté à travers l'introduction de l'APC. Et dans cette introduction, l'enseignement de la géographie a été marqué par l'introduction des contenus liés au développement durable, dont le but est de former des apprenants qui pourront s'impliquer dans la protection de l'environnement. Et ces programmes du cycle d'observation comportent des contenus qui peuvent servir de passerelle pour une éducation au développement durable. Exemple, en sixième, nous avons un module sur la préservation de l'environnement où on aborde des notions sur l'environnement, les milieux bioclimatiques, la dégradation des milieux bioclimatiques. En cinquième, plutôt, on parle de l'homme dans son milieu de vie. On voit le milieu équatorial, le milieu tropical, la préservation des ressources bioclimatiques, la crise du bois de chauffe. Nous constatons donc que le programme de géographie peut servir de passerelle pour une éducation au développement durable dont l'objectif est de former des éco-citoyens capables de protéger la planète. Mais comment enseigner une éducation au développement durable dans un contexte marqué par le numérique éducatif? Dans notre recherche, nous avons considéré que pour une éducation au développement durable, il faudrait immerger les apprenants dans des paysages qui peuvent être virtuels ou réels. Et la pandémie de Covid a fait en sorte que les technologies immersives soient considérées comme des outils adéquats pour mettre en place des sorties de terrain dans un contexte où les apprenants ne pourraient pas sortir de la salle de classe. Et nous avons des technologies telles que la réalité virtuelle, qui est un dispositif pseudo-naturel qui permet de construire des environnements proches du réel, dit virtuel, où les apprenants peuvent construire des savoirs à partir d'un apprentissage immersif et expérientiel, ça veut dire à partir de l'expérience lorsqu'ils sont en contact avec les éléments du paysage virtuel. Notre cadre théorique repose sur la démarche des 4 I. C'est une démarche mise en place par des géographes français qui consiste à articuler une géographie raisonnée à une géographie spontanée. La géographie raisonnée, c'est cette géographie qui est conçue dans des manuels scolaires qui découlent des recherches des géographes, alors que la géographie spontanée, c'est cette géographie que tout le monde pratique. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en contact avec l'environnement, nous avons des expériences que nous gardons en nous et l'enseignant doit prendre en compte cette expérience pour construire des contenus d'apprentissage. Il s'agit des savoirs locaux, du savoir endogène. Afin de mettre en place notre étude, nous avons décidé d'adopter une méthode de l'ingénierie éducative qui consiste à construire un micro-dispositif de sortie de terrain virtuel à partir des élèves de 5e. Donc, nous avons appliqué un pré-test avant l'expérimentation, un post-test dans un groupe témoin et un groupe expérimental dans un collège situé en zone rurale.
Et notre dispositif concernait la prise en compte des représentations, l'immersion des apprenants dans un environnement réel, la prise en compte de cette expérience après la sortie des terrains virtuels et l'institutionnalisation de l'expérience. En ce qui concerne la présentation des résultats, notre dispositif commence par la prise en compte des représentations. Il s'agit donc d'un questionnaire où il était question de prendre en compte les représentations des apprenants sur la déforestation. Et la majorité des apprenants affirment que la déforestation découle de l'action de l'homme. Après cette prise en compte de la représentation, il s'agissait d'une immersion à partir d'un dispositif de casque de réalité virtuelle qui a permis d'immerger les apprenants dans un environnement virtuel proche de la réalité. Le but était d'abord de mettre en contact avec les apprenants avec les causes de la déforestation, par la suite des conséquences et également les stratégies de lutte contre la déforestation dans leur environnement proche. Par la suite, les apprenants ont été mis dans un travail de groupe où ils ont restitué l'expérience de leur sortie de terrain virtuel. Il s'agit de mettre en dialogue l'expérience des apprenants lors de la sortie de terrain virtuel. Et la dernière étape consiste à la mise en place d'une carte sensible. La carte sensible est une carte libre qui laisse la liberté à l'apprenant de ressortir des éléments qui l'ont marqué lors de la sortie de terrain. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a deux expériences qui ont été valorisées. Première expérience, les causes de la déforestation à travers l'exploitation forestière qui était matérialisée par un dessin, et également les stratégies de préservation de l'environnement à travers le reboisement. Afin de pouvoir valider notre dispositif, nous avons comparé les moyennes entre le groupe de contrôle qui a subi un enseignement normal et le groupe expérimental où les apprenants ont été immergés lors de la sortie des terrains virtuels. Et les tests de TT Student montrent clairement que les apprenants qui ont été immergés dans une sortie de terrain virtuel ont été plus sensibilisés sur les causes, les conséquences et les stratégies de lutte contre la déforestation. Et ces résultats ont été également obtenus par plusieurs chercheurs, tels que Jaloni, qui a proposé un dispositif de sortie de terrain virtuel qui a pour objectif de modéliser l'environnement et de proposer une immersion qui permet de prendre en compte l'expérience spatiale des apprenants. Également, Leninger-Freza considère que les sorties de terrain permettent de rompre avec les pratiques traditionnelles qui étaient axées sur les contenus. Les sorties de terrain virtuelles mettent l'accent sur les savoirs endogènes, les savoirs découlant de l'expérience spatiale qui permettent ainsi d'améliorer l'apprentissage des élèves. À la fin de cette étude, nous pouvons dire que l'innovation pédagogique en Afrique passe par l'enseignement, enseigner autrement. Enseigner autrement, c'est introduire des savoirs qui découlent des apprenants. Parce que dans la plupart des cas, les contenus sont toujours imposés aux apprenants. Ici, nous proposons une méthode qui prend en compte l'expérience des apprenants pour mieux comprendre un contenu. Et ce dispositif est marqué par l'immersion des apprenants avec des dispositifs du numérique, en l'occurrence la réalité virtuelle. Nous avons également suggéré l'introduction des jeux immersifs. Les jeux immersifs qui permettent à l'apprenant de jouer, également d'apprendre à travers la résolution d'un certain nombre de problèmes liés au développement durable afin de construire une conscience éco-citoyenne. Merci pour votre aimable attention. Merci bien, Thomas Julio. C'est nous qui vous remercions pour avoir partagé avec nous cette problématique du dépassement de l'opposition APC, approche par les compétences et approche par les contenus, pour faciliter la formation d'acteurs sensibles au développement durable. Et par cette démarche, vous tentez ou vous souhaitez ou vous voulez valoriser l'expérience de l'apprenant, ce qui veut dire que vous nous présentez une approche transformationnelle. On passe du potentiel de l'enfant, de l'apprenant, à la valorisation de cette... Ça veut dire que là, vous insistez sur la centralité de l'apprenant, l'enseignant restant est un facilitateur. Merci beaucoup pour ça, cette contribution. Nous allons passer la parole à
au docteur Ernestine, si elle est prête. Gertrude, oui, c'est Gertrude. Ouais. Are you ready? Yes. Okay. Hey, it's me. Who is it? Entre femmes, vous choisissez. Gertrude ou c'est la même chose. Gertrude, but my battery is running. Puisque sa batterie est en bon. Je sais que vous êtes formidable. Vous lui Sorry. laissez la place. Allez-y. Yeah, thank you so much, moderator. Participants, I'm so glad and happy that I was considered to present the findings on factors affecting learning outcomes and learners' uptake in lower primary mathematics in Uganda. Mathematics is a subject that has been neglected so much by the donor communities as they commit substantial resources to improving literacy at the expense of other subjects. So yet it is the subject that can help us become critical and creative thinkers. So the government of Uganda has invested much in the continuous professional development programs to ensure that the quality of education improves. It has also adopted the learner-centered approaches just because of the commitment it has to ensure quality education improvement. It also adopted the competency-based approach so that learners can learn with understanding. Surprisingly, the reports we receive from National Assessment of Progress for Education, from Uwezo means capability, from Uganda National Examination Board, all indicate that there is still low learning outcome levels. Learners have not reached proficient levels. For example, NAPE 2018 indicated that in around 10 districts, learners around 25% could in primary 3 could not reach the proficient level. Likewise, in 2018 again, and even the years before, Uwezo also indicated that around 35% of the learners could not do a P2 examination to reach the proficient level. So, coupled with the society outcry that learners across Uganda had failed to utilize concepts learned in schools to solve daily problems, as reported in the NCDC, that is National Curriculum Development Center Uganda report, 2016, we thought that we need to do something to ensure that we improve on the quality of education and also to get to solve the challenges highlighted by these reports. The purpose of the study was to further establish the factors that contributed to the low learning achievements and learners' uptake towards mathematics at lower primary. And this was informed by the objectives, 3 of them, to examine the factors that contribute to learners' low learning achievements and uptake in mathematics in lower primary schools in Uganda. 2, to examine how concepts in mathematics were developed to contribute to learners' achievement levels in lower primary. And 3, to establish the extent at which learners' participation in the teaching and learning process contribute to their achievements. The study was carried out in 4 regions of Uganda, and it concentrated on the methods teachers use while teaching mathematics. It also concentrated on the participation of the learners during the teaching and learning process, and also on the use of instructional materials.
The earlier researchers' views were also read to contribute to the study. The methods used were, we used a mixed approach methodology, where the social constructivism was coupled with positivism to capture both qualitative and quantitative data. The descriptive survey design was used just because we know that when you use the descriptive survey, the data collected can easily be generalized. The targeted population was 34,000 schools, 1,224,000 learners, 1,600,000 teachers. Because we could not get data from that huge population, we had to determine the sample. We determined the sample using the predetermined sample size from the Morgan and Krejci table. And we used the stratified random sampling to get a sample of 663 learners. We also use the purposive sampling technique to get the teachers, 663, and we use the proportionate convenience sampling to reach out to 560 schools. However, by the end of the study, we realized that we could not collect data from the 663 teachers and 663 learners. So we were able to get data from 600 learners, 560 teachers, 586 from 586 schools. We used the survey method and lesson observation to collect the data. However, for the question, the tool for the learners, we had to turn it into interviews because these younger kids could not fill the questionnaire. We also went ahead to use the SPSS to analyze quantitative data, and thereafter we transferred the data to Excel to obtain the graphs. We use the qualitative data analysis to analyze qualitative data. We analyze the qualitative data on spot. Validity and reliability were ascertained through content analysis and pre-test respectively. The results indicated that the curriculum is actually ambitious and difficult to interpret by the teachers, though it has been in existence for more than 10 years. We realized that 99.5% of the teachers were using textbooks because they found textbooks to be easier than following the curriculum. 66% no longer teach some concepts because either they are difficult to teach or they thought they are outdated. Majority, 92.9%, never received the CPDs geared to mathematics. Lack of pedagogical knowledge of the teachers made them to use question and answer as the only method they could ably use. We realized that the learners' participation was not adequate. Majority of the learners, 98.3%, and majority of the teachers, 68.5%, were engaging in the lessons through question and answer, which we thought is not so effective. 72% of the learners indicated that their participation was minimal since they were listening to the teachers' examples. Majority of the learners, 56%, didn't understand the content, so this one lowered their uptake in mathematics. Examples which were given to the learners were given in an already made form, so they could not apply what they learned to school in schools to solve challenges in the society. On the side of instructional materials, 24.20% expressed that learning materials were used during mathematics lessons. The big percentage indicated that
the learning materials were not used while teaching mathematics. This implies that mathematics was just described. And I don't know whether learners could understand things which were just described. And how did we conclude? It was concluded that teachers were mainly using the teacher-centered methods, which is contrary to the curriculum's recommendations, because the curriculum recommends competency-based and the teachers are using teacher-centered. And this one has a role in the low performance of the learners. It was also concluded that the curriculum used was overambitious and had outdated and high-pitched content that might not be required anymore. It was realized that learners' active participation in their own learning was minimal and required action. Teachers' pedagogical and content knowledge of mathematics had a stronger bearing on the learning achievements in lower primary that hindered learners to understand the content taught. What were the recommendations? After the study, it was recommended that the intervention focusing on development of content and pedagogical standards for early grade mathematics was required. National Curriculum Development Center should identify the gaps between the universal mathematics standards and the current curriculum used in lower primary schools. The center was further advised to adopt competency learner-centered pedagogies grounded on constructivism based on the 5E model. Based on the above recommendations, the pedagogy and content standards intervention should be scaled up to teacher colleges for continuity. And I'm happy to report that based on these recommendations, Uganda embarked on development of the standards for early grade, at least for primary 1 and nursery schools. And where if we get resources, maybe in the future, we shall be able to scale up to other classes. But I am sure once that is done, learners will be fully involved in what they learn, and teachers will be using the recommendable pedagogies, and learning outcomes will improve. Thank you so much. Merci bien, Dr. Gertrude, pour cette étude. Je pense qu'il s'inscrit aussi dans la même direction que Julio. Vous avez mis en exergue les contraintes, les opportunités et les plus-values d'une approche, d'une démarche de participation effective des apprenants avec les contraintes. Maintenant, le débat qu'on va avoir peut-être après, c'est comment porter à l'échelle, minimiser les contraintes que vous avez rencontrées. Merci beaucoup. On va passer la parole à notre collègue, Dr. Ernestine. C'est bon? Vous avez la parole. J'espère que vous ferez comme les autres, c'est-à-dire 15 minutes ou moins. Elle a fait moins de 15 minutes. Merci pour le gain de temps. Allez-y. Merci beaucoup. Je suis le docteur Wingo Tane Ernestine, chargé des cours l'école normale INS Yaoundé. Je suis d'expression anglaise. Notre pays est bilingue. Bon, ma langue d'expression en premier lieu, c'est l'anglais. Mais dans ce contexte, je vais défendre le pays en français. Notre communication porte sur innovation technopédagogique pour une résilience accrue des systèmes éducatifs en Afrique centrale. C'est une communication faite par un collège de chercheurs de l'École normale supérieure Université de Yaoundé 1, Cameroun, groupe de recherche appliquée et innovation collège communautaire de Nouvelle-Écosse, Canada,
et projet d'adaptation, de résilience et d'innovation pédagogique en contexte de crise à l'ère du numérique, Université de Yaoundé 1, Cameroun, mais qui concerne 3 pays, le Cameroun, le Tchad et RCA. Notre communication porte sur l'essentiel, c'est le constat selon lequel plusieurs enseignants exercent sans formation initiale et les approches de perfectionnement professionnel sont peu efficaces et alors la qualité de l'éducation est affectée. L'enseignement primaire en Afrique centrale est marqué par des approches de perfectionnement professionnel peu efficaces qui en affectent la qualité. Et alors, de nouvelles voies sont donc requises pour le développement de pratiques efficientes et inclusives, notamment des formations continues des enseignants. Le pari pédagogique vise à conceptualiser et mettre en place des contenus et un dispositif de gouvernance innovante pour le renforcement des capacités des acteurs de la formation. ENA veut dire l'environnement numérique d'apprentissage est donc la solution que propose le pari pédagogique selon une perspective inclusive et différenciée. L'objectif, exploiter les données primaires relatives aux indicateurs d'extrants de recherche thématique du pari pédagogique pour le cas de RCA. En termes de méthodologie, une guide d'entretien a été administrée aux participants préalablement identifiés comme volontaires. Et un échantillon constitué de 800 instituteurs et maîtres communautaires pilotes et 50 directeurs d'écoles pilotes a été choisi. Un modèle d'acceptation des technologies a été élaboré, permettant des propositions d'innovation technopédagogique centrées sur l'environnement numérique d'apprentissage inclusif. Voilà quelque sorte les résultats. Cette étude, comme je dis ici, a été faite en RCA dans 2 villes, à Bimbo et à Bangui. Bon, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui ont pris part à cette étude à Bimbo par rapport à Bangui. Et par rapport à l'âge, on a constaté que la plupart des enseignants se situent entre 31 à 40 ans. Et en fonction de sexe, on a constaté plus de femmes que de hommes dans cette métier d'enseignement. C'est la même chose qu'au Cameroun. Et par rapport au diplôme le plus élevé ou bien le plus valorisé, nous avons constaté que c'était le baccalauréat. Environ 45% de la population avait le baccalauréat. Et la suite, c'était le BEPC. Le BEPC. En ce qui concerne la situation familiale, donc le statut familial, beaucoup de ces enseignants sont encore des célibataires. Peut-être, ça explique le fait que quand on est vraiment beaucoup engagé, l'enseignement aussi, c'est une tâche qui demande beaucoup de sacrifices ou d'investissement. Au niveau de l'enseignement, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'enseignants
de niveau 1 au primaire qui ont pris part à cette étude. Et maintenant, par rapport, comme l'ENA, c'est un environnement d'apprentissage numérique, l'ENA a fait une étude sur la situation actuelle pour savoir qu'est utile et plus utilisé. Et on a constaté que le téléphone est beaucoup plus utilisé et la radio. Ce qui était étonnant est que les téléphones sont beaucoup plus utilisés en bimbo et la radio en s'il vous plaît, Bangui, merci, justement. Bon, ce qui explique aussi que cette étude était menée dans des zones urbaines, semi-urbaines et aussi dans les zones rurales. Selon la participation au stage de perfectionnement, on a eu une proportion assez élevée qui ont actuellement participé dans les formations, dans les stages de perfectionnement. Et la question était, pourquoi donc ils sont peu efficaces? Beaucoup ont estimé que la durée était tellement courte, c'était bien, mais la durée était courte. Et c'était parfois difficile d'assimiler le contenu. Nous avons également mesuré le niveau de satisfaction pendant cette formation. Beaucoup ont estimé que c'était bien, mais le temps était tellement court. Il fallait faire un chevauchement entre l'école et parfois le centre de formation, qui n'était donc pas facile. On a également passé une questionnaire selon la clé connaissance par rapport à l'environnement numérique d'apprentissage. On avait 49 pour dire 49 qui ont dit oui, on connaît, on est sensibilisé, 48 qui ont dit non. Et alors, on a estimé que c'était un bon voie pour ne pas négliger cette proportion. Maintenant, par rapport à l'échantillon, selon la participation à une formation à distance, utilisant les TIC, la plupart ont dit non, ils n'ont jamais assisté à une formation à distance à travers les TIC. Et c'est là où intervient donc l'ENA comme une solution à la formation à distance des enseignants. À la suite, on a posé également une question de savoir s'ils sont intéressés à la formation à distance. Et presque 100% ont dit oui, c'est une meilleure manière de faire où chacun peut apprendre à son temps libre et avoir même accès au matériel en ligne. Maintenant, on avait décomposé en compétences, 8 compétences. Et la première était compétence en TIC1, qui était effet spécifique des médias sur l'apprentissage. Compétence TIC2, diapositive adaptée aux besoins des enseignants en apprentissage. Compétence TIC3, nouvelles technologies appliquées au domaine éducatif. Compétence TIC4, multimédia dans les pratiques pédagogiques. Compétence TIC5, ordinateur et ses périphériques
pour les applications pédagogiques. TIC, compétences TIC 6, évaluer des connaissances à l'aide de tests informatisés. Compétences TIC 7, terminologie spécifique à l'informatique. Et la compétence TIC 8, réseau télématique public Internet. De ce qui découle, on a constaté qu'on avait vraiment besoin d'une formation continue dans un environnement d'apprentissage numérique. Puisque le temps est un peu court, et alors, on a dit selon les enseignants, selon les préférences pour la combinaison de deux ou plusieurs techniques, puisqu'on avait proposé plusieurs techniques d'utiliser, telles que l'ordinateur, le téléphone portable, le CD-ROM, Internet, vidéoconférence, ainsi de suite. La plupart ont dit, pour résoudre ces problèmes, il faut une technologie un peu hybride, dont l'usage, par exemple, de l'ordinateur accompagné de téléphone, ainsi de suite. On a donc proposé des recommandations stratégiques. Et voilà la démarche de l'ENA. Et à l'heure actuelle, c'est en cours. Ici, on est maintenant à la phase de conception où les contenus sont en train d'être développés. Et il y a le module 1 avec 13 capsules déjà qui sont déjà faites, traduites au chat en français et en arabe. Au Cameroun, c'est en anglais et en français, et à RCA en français et en sango. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci bien, chers collègues, d'avoir partagé avec nous cette démarche empirique où vous avez cherché à identifier les besoins de capacitation différenciés des enseignants pour prendre en charge de manière efficace une pédagogie de la réussite. Il y a des difficultés, il y a des avancées, on y reviendra. En tout cas, merci pour cette étude. Avant de donner la parole à la salle, moi, je voudrais vous poser une question aux trois. La même question à vous trois. Cette question, elle est relativement simple. Vous avez eu des résultats, ou des contraintes, des obstacles que vous avez constatés. Comment pensez-vous porter, ou quelles sont les pistes que vous pouvez proposer pour porter à l'échelle? Vous avez parlé de 4 pays d'Afrique centrale, mais peut-être que l'expérience de ces pays d'Afrique centrale pourrait être portée au-delà de l'Afrique centrale. Mais si vous prenez le cas de Bangui, enfin de la RCA, vous avez eu comme terrain 2 localités. Mais il faudrait envisager de porter ça à l'échelle non seulement des pays, mais de la sous-région. C'est également valable, je pense, pour l'Ouganda, où l'expérience a été menée dans plusieurs régions, mais pas sur l'ensemble du pays. Et c'est aussi le cas pour le collègue Julio, qui est parti d'une discipline, la géographie, mais comment penser dépasser la discipline géographie pour implémenter cette démarche-là où l'apprenant a une place centrale dans le processus d'apprentissage. C'est la question que je voulais, si vous pourrez, avant que la salle ne vous interpelle. Merci. Bon, merci beaucoup. Je vais commencer ici. On a franchement eu des défis. Au premier pas,
Les résultats présentés ici, c'est les résultats des RCA, le Tchad et le Cameroun. Et en dernier, ils n'ont pas encore donné, soumettre les données. Or, la méthodologie était la même pour tous les 3 pays. C'était d'abord ça. Et deuxièmement, nous, on a eu le problème de traduction dans les 2 langues officielles selon les 3 pays concernés. Mais actuellement, on a déjà un bureau de traducteurs qui sont prêts à fournir. Déjà au Cameroun, avant mon arrivée, ils étaient déjà de retour du terrain. Oui, mais le Tchad, pas encore de feedback. C'est une recherche vraiment qui peut être répliquée parce que les instruments ont été standardisés pour les 3 pays. Et cette solution ENA, que le pari pédagogique va apporter l'ENA, va être appliquée également dans les 3 pays concernés. Donc, les autres pays peuvent s'intéresser et peut-être aussi adopter cette approche. Merci. Cet éclairage. Je passe la parole au docteur Gertrude. Yeah, thank you, moderator. Basically, the challenge we faced was on the learners who were not able to fill the questionnaire. The research assistants had to translate the data from the survey tool into interviews, and it was taking a lot of time to gather all the data than expected or than anticipated. So that was a big challenge. Another big challenge was that wherever we could go, we could find almost similar challenges. And these are the challenges for the, I believe, for the whole continent, where teachers develop concepts from the middle. We wanted to intervene to help, but it was a survey. We could not do it at the spot. So it was really a big challenge because as a person who knows how things are done, if you see somebody doing something in a wrong way, you feel like intervening and helping at the spot. So it was a big challenge, looking at teachers, at times giving wrong information, at times starting the development of the concepts from the middle. At times you could see that, oh, at this level, learners could have been engaged, or at this level, this mathematics should have been taken outside the classroom. All these things were not experienced. So we felt like, oh my God, where are we going as Africa? So it was a big challenge to us. That's what I can answer. Merci bien. Julio. Je vais dire, mon étude a été conduite dans un contexte, je dirais, assez difficile parce que on a décidé d'introduire un outil que les apprenants, les enseignants ne maîtrisaient pas vraiment, c'est-à-dire la réalité virtuelle. Et ça a été véritablement monté dans un contexte de crise sanitaire où la plupart des disciplines ne mettaient pas en place les sorties de terrain et les excursions. Comment observer des phénomènes abstraits, que ce soit en histoire, en géographie, en biologie, il n'y a pas de laboratoire virtuel. Et les enseignants n'ont pas assez de compétences pour utiliser cet outil. Ça, c'est le premier défi. Maintenant, le plus important, c'est qu'on critique un peu cette méthode, ces programmes qui ont été imposés dans la plupart des pays africains. Ça veut dire des programmes axés sur des contenus. Et on a oublié que l'apprenant dispose de l'expérience qu'on peut valoriser pour mieux apprendre. Et il y a un vaste programme en Afrique où on décide de mettre en place les savoirs endogènes, les savoirs locaux. Et nous considérons que l'expérience des apprenants, lorsqu'ils sont en contact avec des phénomènes tels que la déforestation, la gestion des sols, l'érosion et autres,
peut être valorisé pour améliorer l'apprentissage en Afrique? Bon, nos recommandations sont simples, c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est véritablement former les enseignants à l'usage pédagogique des outils de réalité virtuelle. C'est-à-dire que mettre en place des formations continues et des formations initiales sur l'utilisation des technologies éducatives. Deuxièmement, c'est vraiment mettre en place des entrées, des passerelles dans les programmes d'études où on pourra véritablement mettre en place cette approche basée sur l'expérience des apprenants. Et la dernière, c'est véritablement valoriser l'utilisation de ces outils de réalité virtuelle. C'est vrai que moi, j'en ai commencé en zone rurale avec 4 casques de réalité virtuelle. Ce sont des outils qui coûtent excessivement cher, mais je pense que si on peut financer l'achat de ces outils pour qu'on puisse implémenter cela dans les différents établissements scolaires pour l'enseignement de toutes les disciplines, ça permettra d'améliorer l'apprentissage en Afrique. Parole à la salle. S'il y a des questions pour la salle, vous pouvez lever la main ou allumer votre micro. Allez-y. Si vous pouvez donner vous présenter avant de poser la question. Oui. Merci. Denise Orange Ravachol, donc je suis professeure émérite en sciences de l'éducation et ma didactique, c'est la discipline des SVT. Je suis là au titre du membre du conseil scientifique du programme Apprendre de l'AUF. Voilà. Merci beaucoup à tous les 3 pour vos présentations. Je vais poser une question à Monsieur Julio Ekoto Abayo Thomas. J'ai trouvé votre intervention intéressante, mais vous l'avez rappelé là aussi, parce qu'elle concerne le développement durable, bien sûr, mais on peut aisément transposer vos préoccupations à d'autres disciplines, et notamment aux sciences de la vie et de la terre, que je connais bien, mais vous l'avez dit aussi à l'histoire. Et j'aurais aimé avoir quelques précisions, sans entrer dans trop de détails, sur finalement en quoi les savoirs expérientiels, locaux, endogènes, avez-vous dit, s'ajustent-ils, s'enrichissent-ils, se concurrencent-ils avec les contenus qui vont nous tirer davantage vers les savoirs scientifiques? Voilà, merci. C'est vous qui êtes interpellé. Okay. Merci pour cette question qui touche même l'essence de ma recherche. J'ai dit dans mon cas théorique que les savoirs endogènes, les savoirs de l'expérience, ne s'opposent pas au savoir scientifique. Les 2 savoirs se complètent. Mais le véritable problème, c'est que les savoirs scientifiques ont longtemps été imposés aux apprenants. Et la plupart n'étaient pas construits dans le contexte des apprenants. Les apprenants ne se représentaient pas dans ces savoirs. Donc, le but, c'est de mettre en place un dispositif qui permet de relier les 2. C'est-à-dire, quitter de l'expérience des apprenants pour construire des savoirs scientifiques. C'est ce que j'ai dit en géographie. On parle d'une géographie spontanée. C'est-à-dire que tout le monde fait de la géographie spontanée. Le fait pour moi de choisir un chemin par rapport à un autre, je fais de la géographie spontanée. Mais cette géographie repose sur mon expérience. Maintenant, en géographie raisonnée, ce sont les savoirs qui ont été construits, qui ont été validés. Le but ici maintenant, c'est de quitter des savoirs de l'expérience qui seront maintenant institutionnalisés. Ça veut dire qu'ils seront validés pour construire des savoirs scientifiques. C'est un peu dans ce sens que nous avons formulé notre recherche. Et je pense que c'est ce qui devrait être appliqué dans la plupart des disciplines parce que les apprenants disposent d'une expérience lorsqu'ils sont en contact avec l'environnement et qui pourra permettre de mieux comprendre. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, on nous parle en géographie, éducation, développement durable, des changements climatiques. Mais dans la plupart des programmes,
on a omis de parler du savoir endogène dans la préservation du climat. On parle ici des marqueurs bioclimatiques. C'est-à-dire que nos ancêtres, depuis longtemps, utilisaient un marqueur de l'environnement pour connaître l'évolution des saisons, les cris des oiseaux, les insectes, la position des nuages et autres. Ce sont des savoirs qu'on doit prendre au niveau des expériences des apprenants pour mieux comprendre les savoirs scientifiques. Pour ces éléments de réponse. Est-ce qu'il y a une autre question de la salle? Bien. Oui, c'est bien moi. Ah ouais. Merci, professeur. Moi, c'est Bezo Moussa, je suis du Niger, au compte de la société civile. J'aimerais poser une question par rapport à celui qui a exposé sur les innovations technopédagogiques. J'aimerais savoir quels sont les grands obstacles auxquels ils ont fait face et comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour régler ces obstacles-là. Merci beaucoup. Okay, thank you so much. Should I answer in English or in French? Since you've asked in English, I will go by English. Like I just said a while ago, I said one of the major challenges that we had is that this communication or this project involves 3 countries. You have RCA, you have Cameroon, you have Chad. And at the level, especially the level of methodology, the same sample was estimated for the countries, in fact, the same methodology. But now, as far as data collection is concerned, because if you followed me here, you would have seen that I first of all projected the actual situation and I presented what we hope to do. And so collecting information, we had the timely data only from RCA. And that is why we have presented the case of RCA alone without Chad and without Cameroon, despite the fact that the Paris project is hosted in Cameroon. Now, the second challenge was on translating the document into the 2 official languages, because in Cameroon, doing anything in French without English is a very big error. And as such, anything that is done as far as the Cameroon education and administrative system is concerned should be in French and in English. And so we had a lapse of time in the translation process. The same, the Chad signal that they translated also from French to Arab, and they could not give us the translation team on time. The same, so the RCA, I believe, they had everything that came in for us to analyze. And you know, this techno-pedagogic innovation especially touches teacher education. The majority of them had no pre-service or initial exercise in the primary school, especially in community schools without any in-service programs that are offered, all of us can attest, that can never match up with somebody who had initial training. And so ENA is as a solution that Paris project is proposing to overcome or palliate teacher training issues, because they can now use the digital learning environment to access content, to access any learning resources, and to learn online and at a time that is convenient for them. Thank you so much. I hope I answered you. Merci. Une autre question? Je vois une main là-bas. Allez-y. Thank you. Thank you so much for the great presentation. I'm curious, and this goes to Dr. Gertrude.
about the study they conducted on mathematics. When you mentioned that 66, if I remember right, % of the teachers skipped some topics because they were not very competent in delivering this. And what came to my thought was that probably when they were being trained, they didn't really get those topics right. And that might speak to the fact that as they are being trained, the teacher training also has a gap. And maybe that's not all. Also speaks the fact that there might be a gap in the supervision. So my question here is, were you able to interact with the teacher training personnel or programs, or even the policy makers to see how this is done? Because it might be a system problem as opposed to just, specific individuals. Over. Thanks. Yeah, thank you so much. Is it on? Okay, thank you so much. As the study was directed to primary schools, we never interacted with the teachers' colleges. But as you know, I don't know whether you are a teacher, but I'm a teacher. As you know, we teach the way we are taught. So if the teachers could not teach some of the concepts or some of the topics, it indicates that maybe in the teachers' colleges, they were not taught those topics. That is what I believe. But as I said in one of the recommendations, we said that based on the above recommendation, the pedagogical and content standards intervention should be scaled up to teacher colleges for continuity, because that's where all the challenges start from, I believe. If we do something to help the teachers, practicing teachers in schools and not helping the tutors who are training the teachers, I don't think we will have done anything good for our countries. So we never interacted with the teacher colleges, tutors, but that study was basically on primary, and we interacted with the teachers, and they were able to tell us that actually we don't know what to do with these topics. So. Merci. Je suis désolé, mais les organisateurs nous rappellent que la session suivante est imminente, donc il faudrait qu'on arrête. Je vais juste donner quelques éléments de conclusion pour le rapporteur ou la rapporteure. Je pense que nous sommes tous d'accord que nous avons suivi des présentations dont la méthodologie est bien documentée et la démarche utilisée très cohérente. Il y a eu des résultats et le principal défi qu'on peut retenir de vos 3 communications, c'est comment internaliser, comment dupliquer les résultats ou minimiser, en tout cas mitiger les contraintes que vous avez rencontrées. Et donc, c'est ça l'intérêt de cet échange-là, pour voir comment les organisateurs de ce symposium pourront se saisir de vos interrogations, de vos questionnements, pour pouvoir essayer d'apporter des réponses pour le bien de nos systèmes d'éducation et surtout pour l'amélioration de la performance des apprenants. Je vous remercie pour vos contributions et je pense que les discussions vont continuer, comme on dit, en informel. Lors des pauses café, je pense que certainement, ou à l'hôtel, les discussions vont continuer.